Extraculasse. Hélène, comme élève, tu étais plus intérieur ou extérieur? Plutôt CDI ou cours de récré? Alors moi, j'aimais plutôt bien la cour de récré pour jouer. En plus, il fallait se réserver les meilleurs spots pour jouer aux billes. Mais comme j'aimais aussi les bouquins, j'ai passé beaucoup de temps au CDI. Et toi, Régis, tu étais plutôt au premier rang, fond de la classe, coin poupée, coin bricolage? Alors honnêtement, j'étais pas très coin bricolage, toujours pas d'ailleurs, et plutôt au fond de la classe, bien planqué derrière ma timidité. En préparant cette émission, on s'est bien rendu compte que la manière dont les élèves se répartissent les espaces n'est ni fortuite ni neutre. Oui, et on s'est posé pas mal de questions, comment les filles peuvent-elles se réapproprier des lieux entre guillemets traditionnellement dévolus aux garçons, et inversement, comment créer une réelle mixité respectueuse de chacune et chacun, comment les enseignants peuvent être complices, même involontairement, d'une géographie genrée ou de véritables acteurs du changement. En s'appuyant sur les expertises d'Edith Maruet-Jules et de Gaël Perrin, cet épisode de Parlons Pratique propose d'analyser les espaces scolaires sous le prisme d'une géographie du genre pour mieux comprendre comment s'établit le partage des espaces. Et avant de démarrer, je vais vous prier de m'excuser pour ma voix qui n'est pas au top et j'espère que ça tiendra le long de l'émission. Edith Maruet-Jules, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes docteur en géographie, spécialiste de la géographie du genre, vous dirigez l'AROB, l'atelier recherche observatoire égalité, un bureau d'études spécialisé dans l'aménagement égalitaire des espaces et la lutte contre les stéréotypes de genre. Vous avez également écrit l'ouvrage « Faire jeu égal, penser les espaces à l'école pour inclure tous les enfants ». Est-ce que vous pourriez nous dire en 2 phrases ce qu'est la géographie du genre ? Oui, alors la géographie, c'est une discipline universitaire qui s'intéresse aux espaces, d'ailleurs, aux frontières, aux espaces physiques et à la dynamique d'un espace social dans un espace physique. Et la question du genre, c'est ce qu'on appelle le paradigme scientifique, c'est-à-dire l'approche de ce terrain, à la fois physique et social, sous l'angle de la relation fille-garçon, de l'égalité fille-garçon, des stéréotypes et du sexisme. Gaël Perrin, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée de mission éducation au centre Hubertine Auclair, donc le centre qui a commandité, publié le guide des espaces scolaires du secondaire au prisme du genre, ce guide dont on va pas mal parler dans cette émission. Il s'appuie sur une revue de littérature pluridisciplinaire et internationale sur l'analyse des espaces scolaires au prisme du genre, donc, ainsi que sur des entretiens avec des experts et des expertes sur cette question. Est-ce que vous pouvez nous dire en 2 mots également ce qu'est le centre Hubertine Auclair ? Oui, bien sûr. Le centre Hubertine Auclair, c'est le centre francilien pour l'égalité femmes-hommes. On est une association, organisme associé de la région Île-de-France et on accompagne des acteurs, actrices qui veulent mettre en place des projets pour plus d'égalité et contre les violences faites aux femmes, notamment dans le champ de l'éducation. Très bien, merci. Alors, quand on a commencé à travailler à cette émission, ça fait quelques temps maintenant, Hélène, sur l'égalité filles-garçons, vue au travers des espaces scolaires, on avait vraiment envie de balayer tous les espaces scolaires, y compris celui où on passe beaucoup de temps, en tout cas les élèves, c'est la classe forcément. On s'est vite aperçu que la réflexion était menée essentiellement, et vous nous direz si on se trompe, sur la cour de récréation, et plutôt dans l'enseignement primaire d'ailleurs, aussi une part sur les toilettes, mais beaucoup moins ailleurs. Alors on va se poser plusieurs questions dans cette première partie. Pourquoi cette prédominance ? Est-ce que la cour de récré, c'est l'arbre qui cache la forêt des aménagements ? C'est ce que nous allons donc voir dans cette première partie qu'on a malicieusement nommé « Enjeu de genre, siffler la fin de la récré ». Avec une toute première question pour vous, Gaël Perrin. Pourquoi est-ce que la cour semble être le paradigme quand on parle espace scolaire genré ? Je pense que la cour, c'est un espace qui nous vient tout de suite en tête quand on pense aux espaces scolaires. C'est un espace qui a été beaucoup plus étudié que d'autres, et notamment avec les travaux d'Edith. Je suis ravie d'être invitée avec toi aussi sur ce podcast. C'est un endroit où on a aussi l'impression d'avoir cette liberté, où les élèves vont en fait mettre en place des jeux de leur côté en autonomie et aussi de façon non cadrée. Donc on va avoir cette image d'un espace un peu libre où des logiques de genre vont être très visibles, très facilement remarquables, moins cadrées dans beaucoup de cas par des adultes. Et donc on s'est beaucoup concentré sur cet espace. C'est aussi un espace intéressant puisque finalement dans cet espace on reproduit des choses qui vont être observées plus tard et par ailleurs dans l'espace public de manière plus générale. Et tout le monde s'en rend compte, tout le monde l'observe à son niveau de façon très pragmatique. Et puis aussi, les élèves, déjà dès leur âge,
comment les garçons vont utiliser la majorité des espaces, certains garçons, pas tous les garçons, comment la plupart des filles vont être cantonnées aux espaces périphériques, comment tout ça va se reproduire ensuite dans les espaces publics, où de nombreuses études montrent que les femmes vont traverser l'espace public, que les hommes vont avoir plus tendance à l'occuper, à rester là. Donc je trouve ça logique, dans un sens qu'on ait commencé à s'intéresser à ces espaces, mais c'est vrai que c'est la porte qu'on a eue d'entrée dans ces réflexions qui maintenant se prolonge. Mais il a fallu pas mal de temps et je salue encore une fois le travail d'Edith pour que ça soit vu comme un enjeu légitime, un enjeu de politique publique. On a commencé par la cour, maintenant on s'intéresse à d'autres choses, mais il y a encore beaucoup de choses à faire aussi sur cet espace-là. Edith Marouet-Schulz, donc oui, vous êtes experte sur ces questions. On fait appel à vous. Vous nous direz plutôt des collectivités a priori qui font appel à vous pour des aménagements notamment de cours d'école. Pourquoi est-ce qu'on vous appelle ? Quels sont les constats ? Et puis quelle est votre approche, votre méthodologie ? Oui, déjà peut-être le premier constat à faire, c'est que si on s'est intéressé à la cour d'école, c'est justement parce que c'est les collectivités territoriales, en élémentaire et au collège, donc villes et départements, qui ont missionné. Donc moi, la première fois que je mets un pied sur ces missions-là en cour d'école, c'est en 2010. On est en 2023, donc pendant 13 ans, j'ai uniquement travaillé avec des missions d'argent public portées par les collectivités territoriales. C'est la raison pour laquelle je ne me suis pas intéressée à la classe, puisque l'éducation nationale ne finance pas ou ne pose pas la question, en tout cas auprès de mon bureau d'études, sur ces questions-là. Donc nous, on travaille en immersion, on travaille sur de la commande publique, c'est tout à fait transparent, sur la question des établissements égalitaires, à la fois sur des missions de dynamique de terrain dans la cour, physiquement, avec les personnes qui l'occupent, et évidemment aussi avec les enseignants et les enseignantes, sur ces temps finalement qu'on appelle de petites récréations, les grandes récréations, avec des missions plus ou moins lourdes d'aménagement d'espace, en termes de mobilier, en termes de restructuration, avec évidemment un regard sur tout ce qui va dessiner cet espace de cours, c'est-à-dire les toilettes, le CDI en collège. Donc on travaille, nous, de manière concomitante et depuis le début entre l'élémentaire et le collège, ce qui nous permet de décrire aussi un processus en termes de relégation ou en termes d'absence de relations filles-garçons dans l'espace de cours de récréation. Et juste à l'issue de ce travail, on fait ce qu'on appelle des expérimentations, c'est-à-dire que in situ, dans l'établissement, on va déjà changer immédiatement les espaces à la suite du diagnostic pour voir ce que ça produit sur la relation filles-garçons. Et on travaille aussi sur du neuf, sur la construction de bâtis neufs. Dans ce diagnostic, vous discutez avec les élèves, avec les enseignants, avec les différents usagers de la cour. Comment ça se passe concrètement ? Oui, bien sûr, l'idée en fait de cette méthode de travail, qui est une méthode de la sociologie et de la géographie, c'est ce qu'on appelle le corps à corps physique. C'est la transpiration de l'espace, c'est à la fois la prise en compte des métiers qui interviennent sur cet espace-là. Et c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de métiers qui interviennent sur une cour de récréation. Donc que ça soit la question de la temporalité, les dames, les techniciens, etc. Donc on va travailler avec eux sur la question égalitaire. Chaque corps de métier finalement va consentir ou en tout cas réfléchir avec nous sur qu'est-ce que je fais de cette question de l'égalité filles-garçons dans ma propre capacité d'agir professionnelle, et évidemment les face-à-face pédagogiques avec les élèves, puisque l'idée c'est de consentir aussi à la relation filles-garçons, c'est-à-dire que aménager les espaces mais ne pas penser si c'est important, par exemple dans sa vie, dans une vie, la relation entre les filles et les garçons, interroger les grandes notions qui sont l'amitié par exemple, et puis qu'est-ce qui fait que finalement on a une telle difficulté à se mélanger, à rire ensemble, jouer ensemble, se donner la main dans le rang. Comment ensemble on va partager et dépasser ça, et avec la coveillance et la légitimité du monde adulte. Ces cours qui sont un peu, si j'ose dire, vos terrains de jeu, Edith Marouet-Schulz, il me semble, vous disiez en tout cas en préparant l'émission, que ces observations, elles sont aussi menées avec et par les élèves qui deviennent de petits sociologues pour leur faire conscientiser, ce qu'on a un peu tous en tête. On a ce truc classique de la cour de récré avec le stade de foot au milieu, les filles en périphérie. Ça reste une réalité, ça, dont les élèves ont encore du mal à se rendre compte ?
Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les élèves comme les adultes, en fait, sont dans un espace où les corps physiques et les corps sociaux des filles, des garçons sont captifs. C'est-à-dire que ils sont enfermés ensemble dans l'espace de l'école, dans l'espace de la classe, puis au collège, qui sont ces 9 années seules, j'allais dire élémentaires au collège, où il nous arrive ça humainement, d'être enfermés avec l'autre corps physique et l'autre corps social, et que donc cette captivité des corps peut, par exemple, et logiquement finalement, de manière instinctive, ne pas penser la notion de mixité. C'est-à-dire qu'il y a des filles et des garçons. Donc la première question, quand on pose la question, mais est-ce qu'il y a relation ? On vous dit, bien sûr. Enfin, bien sûr, l'espace est mixte. Donc quand on pose la question, on va regarder si votre établissement est réellement mixte ou égalitaire. C'est quand même choquant. Et en plus, chez les élèves, il y a l'effet classe. C'est-à-dire dans une classe, vous avez un groupe constitué qui est ma classe, ma 6e, ma 3e, etc., plus le groupe de pairs en termes d'âge. Donc, la première fois, si vous leur posez la question directement, est-ce que vous passez du temps ensemble, les filles et les garçons, ils vont vous dire oui. D'accord ? Ou est-ce que les filles et les garçons jouent ensemble à la cour de récréation, mangent ensemble à la cantine, se donnent la main dans le rang? Si vous posez ces questions-là aux adultes, ils vont vous dire bien sûr. Et en réalité, non. Donc, la mission, en fait, d'objectivation de la donnée sociale, c'est prendre du recul sur ce qui pourrait m'apparaître dans un premier temps. Et donc, pour prendre du recul, je m'extrais de ma propre expérience et je regarde ce que font les autres. Je regarde où ils sont, je regarde où sont les petits, où sont les grands, je regarde à quoi on joue. On travaille aussi beaucoup avec le dessin, nous. Dessine-moi ta cour, où es-tu le plus souvent, avec qui? Et là, sur une analyse collective de ces outils-là, on va me dire, ah oui, mais peut-être la dame, elle a raison, en fait. Peut-être que c'est vrai, puisque moi, quand je me suis posé la question, je me suis rendu compte que j'étais qu'avec des copines ou qu'avec des copains, que j'occupais cet espace-là. Il y a les mobilités, toute cette matière, en fait, d'objectivation de la donnée sociale, qui est encore une fois, l'espace de la discipline géographique. C'est un outil pour moi qui va me servir à poser cette question scientifique. Y a-t-il production d'un système qui hiérarchise les filles et les garçons, qui produit d'inégales valeurs et surtout qui produit de l'absence de relations, terreau des violences plus tard. Voilà. Donc oui, les enfants doivent aussi s'extraire de leur propre corps dans l'espace. Gaëlle Perrin, là, on parle de violence. Effectivement, il y a un enjeu de mixité, un enjeu de bien-être aussi. Et ça rejoint une étude là qui a été faite en 2022 sur quels sont les espaces scolaires les moins sécurisants pour les élèves. Et la cour de récré, c'est l'espace qui arrive en premier, avec un peu moins de 50% des élèves disent que c'est un espace peu sécurisant pour eux. Donc ça quand même, ça relève d'une réalité assez dure finalement. Oui, c'est sûr. On a parfois cette image de l'école comme un lieu qui serait aussi neutre, positif, dans lequel il n'y aurait pas la reproduction de ces logiques de genre, de ces logiques de violence. En fait, quand on regarde de façon très concrète, on se rend compte que tout ça se manifeste bien à l'école, se produit à l'école, se reproduit à l'école. Des logiques de différenciation filles d'un côté, garçons de l'autre, de hiérarchisation, de domination, de violence. Dès l'école primaire, on a maintenant effectivement des données officielles sur les violences vécues par les élèves dès le primaire, au collège, au lycée. Tout ça se perpétue. Et je rejoins ce que disait aussi Edith juste avant, aussi avec une certaine impression de mixité contre laquelle il y a encore besoin de prendre conscience que ça n'est que ce qu'on pense n'est pas ce qui se produit en réalité, et il y a toujours ce besoin de prendre conscience de la non-mixité qui apparaît de fait, des violences qui sont encore pour beaucoup minimisées, banalisées, notamment quand on parle de violences sexistes, de violences sexuelles, ça dans toute la société, mais également à l'école, au collège, au lycée. Donc c'est sûr qu'il y a un grand chemin devant nous. Je suis surprise que la cour de récréation arrive en premier et pas les espaces comme les toilettes, mais c'est sûr que... Oui, ils sont quasiment à égalité dans cette étude, effectivement, donc ne soyez pas surprise. Peut-être, pour rester sur vous, Gaëlle Perrin, et sur le guide édité par le Centre Hubertine Auclair, et toujours autour de ces cours de récréation dans cette première partie, peut-être évoquer quelques pistes pour une équipe pédagogique qui aurait envie de réaménager la cour de l'école ou de son établissement ? Oui, alors nous, dans notre guide, effectivement, on a recensé pas mal d'initiatives qui ont été mises en place. On se rend compte que souvent, nous, c'est plutôt au niveau du collège, du lycée. Ce qu'on constate, c'est que c'est souvent des initiatives portées par une seule personne
un ou une professeure, une petite partie de l'équipe de la vie scolaire qui s'est dit on va travailler sur une partie de la cour. Le risque, c'est que ça soit pas respecté, partagé, que cette prise de conscience n'ait pas été globale au niveau de l'établissement. Donc la recommandation numéro 1, ça serait vraiment de mener un travail de diagnostic en commun avec toutes les équipes, d'impliquer plusieurs personnes, de partir de choses très pragmatiques et puis de se dire qu'on a aussi toute la question de l'animation de la cour. Qu'est-ce qu'on propose au-delà des aménagements physiques, hein, et ça, on en parle dans le guide, Edith en parle aussi dans son livre, dans ses travaux. Comment est-ce qu'on met des règles d'usage? Comment est-ce qu'on décide quelle partie de la cour va être utilisée pour quelle activité le lundi? Quel rôle peuvent avoir les animateurs, animatrices en primaire, les AED en collège, en lycée, pour aussi réguler les usages, se dire voilà, même si on ne peut pas avoir un réaménagement de la cour parce qu'on n'a pas de financement de la part d'une collectivité, parce que c'est compliqué, on peut déjà faire des choses en posant un diagnostic, en se rendant compte de ce qui se passe et en réfléchissant sur l'animation des espaces, les règles qu'on va se poser collectivement avec les élèves et les adultes de la communauté éducative. Edith Marouet-Jules, donc on entend un travail en équipe, mettre en place un certain nombre de règles. Et si on arrive à l'aménagement, peut-être des pistes pour dégenrer la cour d'école? Quelques pistes concrètes? Oui, alors je préférerais peut-être le terme de cours égalitaire, si ça vous ennuie pas. Donc qui pose la question du partage tout simplement et de la capacité de faire humanité dans sa différence. Hein. Être à égalité, c'est avoir les mêmes droits, donc c'est bien fortement la réhabilitation d'un droit. Hein. Le droit à jouer, le droit à prendre ma place et le droit à faire sujet aussi de l'espace, ce qui est quelque chose qu'on travaille peu mais qui est extrêmement essentiel. Hein. Dans la question de l'inégale valeur, c'est d'abord que tout ce que portent les filles ne font pas sujet. Donc ça, c'est très important aussi à réhabiliter. Moi, oui, bien sûr qu'il y a des outils en termes d'aménagement, mais je rappelle quand même que c'est pas mon métier, moi, aménager. Moi, ce que je fais dans les écoles, c'est ce qu'on appelle de l'usage, en fait. Hein. C'est pour ça que le cœur de métier est aussi sur du durable, la capacité de s'engager professionnellement et durablement sur un établissement égalitaire. Hein. Moi, j'aime pas trop parler non plus de cours égalitaires, mais bien d'établissements égalitaires. Hein. On va travailler en fait à partir du système, c'est-à-dire le problème, c'est l'inégale valeur, la hiérarchie, c'est l'absence de relation filles-garçons. Donc tous les outils qu'on va mettre en place sur l'espace de cours de récréation, c'est par exemple réfléchir à comment on fait relation filles-garçons dans les assises. Vous voyez ? Comment on fait relation filles-garçons dans l'espace sportif, dynamique. C'est-à-dire qu'est-ce qui permet que des filles et des garçons jouent ensemble, rient ensemble, transpirent ensemble dans un espace sportif en cassant l'image en fait hiérarchisée de la mise en scène, notamment de la force masculine. Hein, donc tout ça, c'est travailler sur des espaces sur lesquels on va dévoyer des tracés, dévoyer des manières de jouer ensemble et sortir de ce qu'on appelle de la prescription d'usage. C'est-à-dire ici, par exemple, c'est un terrain de foot qui va devenir un terrain de jeu collectif ou un espace dynamique à vivre. Et rien que dans la toponymie, tous ces verbatims qu'on va travailler, ça va se traduire en termes de perméabilité, d'espace à vivre, dans lesquels on va s'inclure dans des ambiances. Et juste, je finirai là-dessus, c'est réhabiliter aussi, parce que dans la hiérarchie, ce qui se joue aussi, c'est que l'espace dynamique, l'endroit où on se défoule, etc., ça prend beaucoup de place, alors que la relation humaine, c'est aussi la relation artistique, c'est aussi de la discussion, on fait des jardins à discuter, c'est aussi la réhabilitation de la lecture. Alors vous parlez d'établissement égalitaire, on continue justement à explorer cet établissement, école ou collège. Et là, on va entrer dans ce qu'on appelle l'espace classe. On va s'appuyer pas mal pour cette partie sur votre guide, Gaëlle, qui fait un point assez inédit et complet sur les enjeux de genre dans la classe et surtout qui propose beaucoup de pistes de réflexion et d'action pour les enseignants. C'est ce qu'on voit dans notre deuxième partie tout de suite, qu'on a, alors on aime bien les jeux de mots, alors on l'a appelé « Prière de ne pas dégenrer la classe ». Au quotidien, pour les élèves, l'école, finalement, c'est quand même beaucoup la classe, le temps qu'on passe dans cet espace confiné, ou plus ou moins confiné. On imagine que de prime abord, Edith Marouet-Jules, quand vous interrogez les enseignants, ils vous disent que dans leur classe,
tout va bien. C'est ce qu'on disait un peu sur la cour de récréation. Il n'y a pas de problème de mixité. On devrait s'attendre à ce que ce soit un espace égalitaire, puisque l'enseignant veille au grain, l'égalité filles-garçons, ça fait partie de ses missions. Est-ce que c'est vraiment le cas ? Ce qui est très anecdotique, enfin très intéressant à voir, puisque moi je fais du terrain tout le temps, c'est comment ils sont organisés ces face-à-face pédagogiques. C'est-à-dire que si j'interviens effectivement dans une disposition classe, par exemple avec l'enseignant de littérature ou l'enseignant de mathématiques, etc., j'arrive, la classe est faite, ils sont positionnés souvent par l'enseignante, enfin par la professeure. Donc il y a une forme de mixité. Ce qui est intéressant, c'est quand on me dit vous avez la salle d'études, et puis la 6e va arriver, la 5e, voilà, et puis vous allez mener votre face-à-face pédagogique. Et alors là, c'est le choc, comme d'ailleurs qui ne change pas depuis plus de 15 ans quasiment, c'est-à-dire l'installation, j'allais dire autonome, libre, non mixte, quoi, avec cet enjeu, cette quasi-impossibilité à faire mixité fille-garçon, une fille, un garçon, être à côté sur des enjeux, ce qu'on appelle d'identité d'appartenance. Donc quand c'est pas organisé, ils s'installent d'un côté les garçons, d'un côté les filles, comme si c'était un attendu aussi sociétal. Gaël Perrin, justement, dans votre guide, on a été bien nourri avec Hélène autour de cette question, ce placement un peu stratégique par les élèves dans les classes, avec parfois ces choix dont vient de parler Edith Marujols. Est-ce que vous pourriez donner des exemples de positionnement en classe pour éviter justement ce côté très genré de la salle de classe ? Oui, alors déjà, je pense que une des premières choses, c'est comme sur la cour, comme sur tous les espaces, se rendre compte de cette répartition dans l'espace, se rendre compte que c'est pas un hasard, que ça s'est pas juste trouvé comme ça. Et ça, on le voit de façon très concrète, parce que quand on demande aux élèves de se placer autrement, les élèves ne sont pas d'accord, ou en tout cas vont émettre des protestations, et vont donc vous justifiez ça par le fait d'être à côté de leurs amis. Mais c'est important de questionner ce choix et de se rendre compte, ce que disait Edith, faire des dessins de salle de classe, ça permet aussi d'objectiver et de se rendre compte peut-être que les garçons s'installent sur les côtés, au fond, côte à côte, les filles se retrouvent au milieu, peut-être à être regardées plutôt qu'à regarder les autres élèves, peut-être à être devant. Dans certains cas, il y a des classes où on place des élèves filles-garçons côte à côte, avec l'idée que aussi parfois les filles vont canaliser les garçons qui seraient plus dissipés, plus turbulents, avec toutes les implications que ça a en termes de stéréotypes qui sont véhiculés, qui se reproduisent, de rôles qu'on assigne aux filles et aux garçons. Donc voilà, face à tout ça, nous ce qu'on propose, c'est d'expérimenter toujours et d'essayer de varier sans renforcer encore une fois ces deux groupes, le groupe filles et le groupe garçons. Donc pas dire on va faire quelque chose pour explicitement dire on va faire quelque chose, on va mettre des filles et des garçons côte à côte, 1-1 pour parce que c'est important, mais plutôt de varier les usages, de changer les places au cours de l'année le plus régulièrement possible, pourquoi pas au hasard. Alors évidemment, s'il y a des problèmes de gestion de classe, on adapte, mais de proposer aux élèves de changer leurs habitudes, de rencontrer des nouvelles personnes aussi indépendamment des questions de genre, de créer du lien, de créer d'autres formes de mixité, et voilà, d'essayer de changer, peut-être de changer de placement en cours de séance si ça s'y prête, si les modalités pédagogiques peuvent être pas forcément sur le format magistral aussi, de faire des travaux de groupe, d'autres choses, de permettre aux élèves de se déplacer, d'occuper la classe d'autres façons. Et en fait, en tant qu'adulte, d'avoir cette vigilance pour se rendre compte de ce qui peut se jouer, mais sans transmettre aux élèves, là on va faire ça parce que, d'avoir un peu ces deux côtés, de faire prendre conscience, d'être vigilant, mais en même temps de pas toujours tout centrer autour de ça, pour qu'il puisse y avoir plus de mixité de manière plus large, et aussi pour pas, et là particulièrement au collège, au lycée, pour pas aussi coincer des élèves qui se reconnaîtraient pas dans ces deux groupes, filles-garçons, des élèves trans, des élèves non-binaires. On en parle souvent un peu à la marge, il y a aussi cet enjeu, mais essayer de prendre ça en compte de manière globale, quoi. Il y a des éléments qui pourraient paraître complètement anecdotiques, qui nous ont vraiment surpris avec Hélène en travaillant sur ce dossier-là. Un exemple qui nous a frappé, c'est la porte de classe. On se dit, une porte, c'est une porte. Après tout, il n'y a plus rien d'autre à en dire qu'on entre et on sort par là. Et cette espèce de, mobilier espace des plus basiques, il a vraiment un rôle, Gaël Perrin.
Oui, alors moi je fais beaucoup de formations avec des adultes de l'éducation nationale et globalement éducatif enseignant. Dès qu'on parle de sujet, tout le monde dit ah oui la porte, c'est vrai. En fait, quand les élèves entrent ou sortent des classes, il y a un vrai enjeu de qui va entrer en premier, qui va sortir en premier. Entrer en premier, bon, en général il y a des élèves qui traînent un peu les pieds, bon, on n'a pas super envie d'aller dans l'espace classe, mais au moment de sortir, il y a une vraie logique de compétition où certains élèves vont sortir, vont pousser, vont se débrouiller pour sortir en premier et d'autres vont sortir en dernier, potentiellement d'ailleurs avec d'autres types de conséquences, qui va faire la queue le plus longtemps à la cantine, qui va pouvoir sortir dans la rue, rentrer dans le bus en premier, enfin voilà, il y a plein d'autres choses qui se jouent derrière, qui va prendre la meilleure place, qui va réussir à prendre l'ordinateur du CDI parce qu'il arrive en premier dans la classe ou le meilleur banc dans la cour. Et ce qu'on constate effectivement au collège, au lycée, c'est que c'est déjà les garçons majoritairement, les garçons qui sont le plus dans les codes de la virilité, de ce qu'on attend d'un vrai garçon, qui vont sortir en premier, et que les portes, parce qu'elles sont étroites, parce que souvent c'est un peu compliqué d'y arriver, il faut pas se frayer un chemin entre les tables, parfois il y a des salles où il y a 2 portes, mais il y en a toujours qu'une qui est ouverte pour réguler les flux, vont être les grands gagnants de ce combat un petit peu, de ce micro-combat-là. Donc c'est assez intéressant parce qu'on n'y pense pas. C'est un espace vraiment de transition entre l'espace classe, qui est l'espace des professeurs, et l'espace à l'extérieur de la classe, qui est l'espace plutôt de la vie scolaire, dans lequel, en fait, voilà, c'est vraiment ce moment de transition où c'est cet espace intermédiaire, alors qu'en fait, très concrètement, ça a des implications aussi symboliques sur qui a appris au niveau même en 5e ou en 6e ou en 4e, déjà que ça ne servait à rien de sortir vite, et qui a déjà appris que son rôle, c'était d'attendre et de passer en dernier. Donc symboliquement, c'est aussi très fort. Voilà, qu'est-ce qui se joue, qu'est-ce qu'on apprend progressivement par la répétition de ce type d'événements. Et c'est comme ça que le système de genre, globalement, se construit aussi, par toutes ces répétitions. Vous vouliez rajouter quelque chose, Edith Marouet-Jouls ? Oui, je trouve que c'est passionnant. Moi, je travaille depuis le début sur la mise en rang, la mise en rang avant de rentrer à la classe, la mise en rang. D'ailleurs, l'espace que ça prend de devoir se mettre en rang avant de monter en classe, que ça soit en collège, c'est de l'espace à vivre qui pourrait s'organiser autrement aussi sur l'espace de cours de récréation. Attention, on touche pas, c'est les rangs. Bon, ça, c'est des choses déjà. Mais symboliquement, et vous avez complètement raison, le rang de la cantine, le rang pour sortir, le rang pour entrer. Et juste pour vous dire aussi que la question des filles dans cette question-là, c'est la question du droit, quoi, c'est-à-dire de la règle. Les filles a priori, ne s'imposent pas ou ne prennent pas leur place de manière violente parce que ça n'est pas la règle. En fait, on leur demande de respecter, et elles souhaitent respecter la règle, et ça c'est très important parce que c'est le côté invisible qu'on voit pas, qu'elles portent, elles, aussi la règle sociétale et la capacité à faire une société plus apaisée. C'est pas pour ça qu'elles doivent être mises en avant, mais si elles respectent la règle, c'est parce qu'elles l'ont choisie, et que effectivement, c'est aussi la mise en scène de la déviance et du rapport de force au sens de la légitimité physique. C'est comme ça que les garçons certains garçons occupent ou prennent la place. Oui, et cette notion de norme et de conformité à la norme, c'est vraiment super intéressant. On le voit dans ce que tu décris, Edith, aussi dans la prise de parole en classe, où là, il y a des travaux, c'est plus l'occupation verbale, on sait, et ça, on le sait depuis très longtemps, et ça continue de se reproduire, que les garçons occupent beaucoup plus l'espace verbal, ont beaucoup plus d'interactions avec leurs professeurs, ce qui a plein d'implications en termes de confiance en soi, de ce qui se construit, qui prend la parole, qui participe, etc. Et aussi des interactions en dehors du cadre scolaire. Les filles, finalement, on leur apprend, elles apprennent à respecter, à être plus conformes à la norme scolaire, et malgré ça, elles se retrouvent dominées dans l'espace de la classe. Donc c'est vraiment un peu la double peine, et c'est vraiment ce système de hiérarchisation, de domination qui se construit aussi dans ces enjeux-là. Alors, faites des portes plus grandes, messieurs les architectes qui construisaient des établissements scolaires, c'est aussi simple que ça, par exemple. Et mesdames, les architectes, peut-être c'est ça, il faudrait plus de mesdames. Mais tellement bien vu, Hélène. Bon, la porte, en tout cas, est grande ouverte vers la partie 3, le temps 3 de cette émission. Alors, il nous reste beaucoup de lieux à explorer, ce qu'on appelle parfois les lieux interstitiels, couloirs, escaliers, cantines, CDI, mais aussi les toilettes. On va observer tout ça d'un peu plus près en nous demandant quels peuvent être les freins, mais aussi les pistes pour accéder à cette réelle égalité entre les filles et les garçons. Et cette troisième partie, on l'a tout simplement appelée Angle mort et nouveau champ de réflexion.
Et pour continuer cette exploration, on va écouter un témoignage, celui de Manon Rodriguez. Manon est CPE, stagiaire dans un lycée à Villeneuve-les-Avignon. Et dans ce lycée, elle s'est posé la question de créer des toilettes mixtes. Elle nous en parle. Pourquoi ce sujet et qu'est-ce que vous y avez constaté qui vous a emmené à explorer ce sujet, justement? J'ai toujours été intéressée par cette question d'égalité filles-garçons, mais je n'avais jamais pensé aux toilettes mixtes. Et en fait, c'est lors du séminaire égalité auquel j'ai été conviée en début d'année avec le proviseur, où en fait on a découvert cette mise en place des toilettes mixtes dans plusieurs établissements. Et c'est vrai qu'à la fin de ce séminaire, on en a discuté ensemble et on s'est dit que ce serait une bonne idée de le mettre en place dans notre établissement. Et derrière toilettes mixtes, qu'est-ce qu'on y met? Ça veut dire quoi, toilettes mixtes? Toilettes mixtes, ça veut dire redéfinir cet espace. Au final, le mettre à son espace d'origine, qu'il ait cette utilité première que tout le monde utilise. C'était aussi sensibiliser tout le monde, puisque vu que tout le monde l'utilise, forcément, si on met ça en place, ça va parler à tout le monde. Et aussi, ce qu'on a un autre projet en parallèle, c'est de mettre en place des distributeurs de serviettes hygiéniques. Donc, c'était aussi lever les tabous sur la question des règles et que ça devienne quelque chose de tout à fait normal, puisque ça l'est. Et éviter aussi notamment beaucoup de plaintes il y a toujours la queue dans les toilettes des filles et les toilettes des garçons sont vides. Voilà, ça permet aussi de réguler à ce niveau-là. Voilà, en tant que CPE, c'est vrai qu'on va plus avoir de retard parce qu'il y a des filles qui étaient aux toilettes que parce qu'il y avait des garçons qui étaient aux toilettes. Et comment vous avez procédé concrètement pour le coup et peut-être avec quelle partie prenante au sein de l'établissement autour de ce projet? Alors, en plus d'être référente égalité, je m'occupe également du CVL. Donc, en fait, j'en ai parlé aux élèves du CVL, donc dans une première réunion. Je n'avais pas forcément évoqué les toilettes mixtes à ce moment-là, mais plus le thème d'égalité filles-garçons. Pour être honnête, ça n'avait pas trop fonctionné. Ils n'avaient pas l'air très emballés. Peut-être parce qu'on ne sait pas forcément ce qu'il y a derrière égalité filles-garçons. Et c'est au fur et à mesure des rencontres qu'en fait, on s'est rendu compte que ça intéressait beaucoup de personnes du CVL. Donc, on a créé un petit groupe et donc je mets ça en place avec eux et avec un autre professeur. Jusque-là, quelles sont les réactions des élèves, des profs et des personnels autour de cette idée? Alors, comme j'ai un professeur qui est avec moi sur le projet, il m'a fait part de beaucoup de discussions en salle des professeurs. Ça partage quand même énormément. Parce que je pense tout simplement, quand on ne s'est jamais posé la question, c'est comme tout, quand on a peur de quelque chose qu'on ne connaît pas, on est plus dans la peur. Et quand on explique pourquoi on veut mettre ça en place, il y en a plusieurs qui comprennent et qui trouvent ça justement judicieux. Alors, comme on l'entend dans cet extrait, pour rebondir aussi sur ce qu'Hélène disait en début d'émission sur les espaces qualifiés des plus insécurisants par les élèves, on retrouve à égalité, effectivement, vous le disiez Gaël, ces toilettes. Il y a aussi la devanture du collège, ils arrivent tous les trois à égalité, quasiment à 50% des élèves à qui ça fait un petit peu peur. Alors, dans le guide Gaël Perrin du Centre Hubertine Auclair, vous expliquez un petit peu que ces lieux dits interstitiels où la surveillance des adultes se fait plus rare, ce sont les endroits où la violence peut s'exprimer un peu plus librement quelque part. On le disait aussi sur l'espace court. Du coup, quelle piste pour travailler à ça? Oui, alors c'est vrai que c'est un sujet... nous, à chaque fois qu'on va dans un établissement scolaire, on parle, peu importe ce dont on parle, on arrive à un moment donné à la question des toilettes avec effectivement des points de vue très tranchés. Certains établissements chez qui c'est pas un sujet, qui ont des toilettes partagées, qui ne sont pas des toilettes filles-garçons, d'autres à qui ça fait très peur, des établissements qui, pour des raisons très pragmatiques, ont décidé d'arrêter avec des toilettes séparées filles-garçons, pour qui ça se passe très bien. Donc c'est vraiment un sujet toujours et qui a de fortes implications sur la santé des élèves. En gros, l'enjeu principal, c'est comment concilier, c'est comment réduire la violence dans ces espaces, comment garantir l'intimité des élèves. Donc c'est vraiment les deux questions qu'il faut se poser. Pourquoi ces lieux sont des lieux dans lesquels il est impossible, on ne met jamais ou très peu de surveillance, qu'est-ce qui nous en empêche? Et quand on regarde ça, on se rend compte que ce qui nous empêche, c'est le respect de l'intimité des élèves, globalement. Donc il y a des propositions très pragmatiques, des aménagements qui peuvent être faits au niveau des établissements. Et ça, il y en a de plus en plus, de travailler sur comment les portes peuvent être bien fermées, les portes des cabines,
travailler sur la question des urinoirs. Pourquoi est-ce qu'il y a des urinoirs? Est-ce qu'on peut enlever les urinoirs? Personne n'a envie d'aller aux urinoirs, c'est un lieu de pression, de stress. Est-ce qu'on peut ouvrir ces espaces, si on peut, un peu plus sur l'extérieur pour qu'il puisse y avoir la présence d'adultes à proximité qui sont en mesure de voir ce qui se passe, de comprendre ce qui peut se jouer? Est-ce qu'on peut rendre accessibles des toilettes qui sont les toilettes des enseignants-enseignantes ou des toilettes qui sont fermées à clé? Il y a plein d'établissements où il y a tout un tas d'espaces de sanitaires qui sont fermés, auxquels les élèves ne peuvent pas accéder. Des endroits où les élèves ne peuvent pas aller aux toilettes pendant les cours, pas du tout, avec tout ce que ça peut avoir comme impact sur notamment des élèves qui ne vont pas aux toilettes pendant les récréations de peur de la violence qu'ils, elles, ont vécu, pourraient vivre, et du coup qui essayent d'y aller pendant les cours parce que c'est le seul moment où ils vont pouvoir s'y rendre de façon tranquillement. Des élèves qui vont avoir leurs règles, et ça aussi, c'est un gros enjeu, qui vont avoir besoin d'aller aux toilettes pendant les cours, mais ne pas y avoir accès. Donc travailler à la fois sur les espaces, garantir l'intimité des élèves, et puis sur les règles d'usage, essayer de voir de façon très pragmatique comment est-ce qu'on peut s'assurer que les élèves peuvent y aller quand ils en ont besoin, dans des conditions, dans de bonnes conditions, sans être entravés par de la violence ou la peur de la violence. Édith Maruet-Jouls, quels sont les défis, disons, les défis macro à relever pour la mise en place d'initiatives en faveur de l'égalité de genre dans les espaces scolaires, ceux qu'on évoque à l'instant, mais d'une manière plus générale? Je pense que c'est classiquement, d'abord, c'est reconnaître une expertise, une compétence en termes égalitaires. Je pense que ça, si vous voulez, et c'est pas gagné, je vous le dis. Voilà, c'est-à-dire que c'est un métier. C'est une démarche itérative, c'est un métier qui pose les bonnes questions au bon moment. Sur ces questions-là, si on prend l'exemple des toilettes, par exemple, moi, ça fait depuis le début, je demande qu'il y ait des toilettes mixtes en élémentaire et au collège, et je peux vous dire qu'il y a 13 ans, c'était un risque, un vrai risque. C'est-à-dire, j'aurais pu tout perdre à travers les toilettes, tout. Et il a fallu trouver de l'argumentaire, il a fallu casser les choses, parce que pour moi, c'est la construction, la production incessante d'une société qui sépare les corps des filles et des garçons et qui les sépare. C'est-à-dire que la non-mixité, c'est un vrai message, c'est pas un non-message, c'est-à-dire que c'est pas rien quand on dit tu ne peux pas partager cet espace-là, vous condamnez les filles en fait à être victimes de quelque chose dès 6 ans, et vous condamnez les garçons à les agresser, à être des potentiels agresseurs. C'est ça la vérité, et ça a masqué donc tout le travail. On a dû dépasser ça pour arriver sur des notions réelles d'impunité et d'intimité, et c'est la raison pour laquelle j'ai demandé à ce que tous les urinoirs soient supprimés. Donc, au niveau macro, par exemple, sur la question des toilettes, c'est extrêmement simple à régler. Ça n'est que de l'aménagement d'espace. D'accord? Avec aussi la possibilité de penser que peut-être la catégorie filles-garçons, elle n'est pas pertinente. Comme d'ailleurs souvent, sur des tas de questions, sur des vestiaires, et que la catégorie petit-grand l'est plus. Parce que quand on est petit, on a peur d'un grand corps, par exemple. Voilà. Parce que quand on est petit, on n'est pas forcément réglé et que, voilà, c'est pas la même vie. Donc ça, c'est très simple et expérimenté. En tout cas, c'est garantir, sauvegarder les corps physiques, l'intimité et briser l'impunité, parce que c'est parce qu'on n'est pas puni qu'il se passe des violences aux toilettes. Voilà. C'est tout simple. Donc au niveau macro, je pense qu'il y a déjà un travail à faire de formation, de savoir, de création d'un savoir, sous cet angle, c'est quoi faire de l'égalité, c'est quoi faire de l'espace égalitaire, c'est quoi travailler pour ne plus produire d'espace hiérarchisant. Il n'y a pas de neutralité en science, ça n'existe pas, d'accord. Donc c'est poser les hypothèses qui permettent de répondre. C'est une reconnaissance du travail au niveau de l'éducation nationale, et ça, je suis obligée de le dire que c'est pas le cas encore aujourd'hui, et reconnaître aussi qu'une mission d'usage, une mission comme la nôtre, est une mission qui a une valeur, autant que de paysager un espace, ou autant que les missions d'architecte, par exemple. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas des missions importantes. Et la reconnaissance, elle passe aussi par la possibilité de rémunérer ces missions-là. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc, nous, on n'a pas besoin de reconnaissance sur le travail qu'on produit. On le fait tous les jours. Par contre, le fait que ça puisse avoir une ampleur globale, c'est la mise en scène d'un changement sociétal sur ces questions-là. Il n'y a pas, c'est-à-dire changer un petit peu, ça ne change rien. Et faire de l'égalité, c'est une stratégie à la fois dans la question pédagogique, mais dans la question sociétale et politique. Et ça veut dire que il y a des choses qu'il ne faut plus faire.
aussi. C'est-à-dire qu'il faut renoncer à ce qu'on faisait pour faire différemment et pour travailler la relation fille-garçon et femme-homme. Ça, ce sont les pistes qu'on va essayer justement d'instiller dans cette émission aujourd'hui. Gaëlle, dans votre étude, il y a justement un espace qui paraît peut-être comme un espace de possible qui permet d'explorer des choses. C'est celui du CDI. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? Oui, c'est sûr que nous, dans l'étude, dans les entretiens, puis dans notre travail au quotidien, on se rend compte que le CDI, c'est un lieu avec des usages multiples, un lieu potentiellement de rencontre, un lieu où sont valorisées d'autres formes d'expression de soi en tant qu'ado, en tant que jeune personne en construction finalement. C'est aussi des lieux où il y a des logiques qui se reproduisent. Alors, tout à l'heure, j'en parlais sur les postes informatiques, notamment qui a accès aux postes informatiques, qui arrive à avoir ces lieux, mais souvent c'est aussi des endroits où il peut y avoir donc à la fois qui peuvent être des lieux refuges d'élèves qui peuvent être victimes de violences par ailleurs dans d'autres espaces et qui viennent s'y réfugier, des lieux aussi d'apprentissage sur des questions de lutte contre les inégalités, de lutte contre les stéréotypes, de lutte contre les discriminations de manière large. Il y a beaucoup de CDI qui mettent en place des actions spécifiques de lieux de rencontre entre élèves aussi qui souhaitent s'emparer de ces sujets. Donc oui, c'est sûr que ça fait partie des lieux où il se passe pas mal de choses positives en faveur de l'égalité, puisque c'est ça finalement, comme le disait Edith, qui nous rassemble. C'est vraiment la question de l'égalité des droits, de l'égalité de l'accès aux espaces, dans les espaces scolaires aussi. Alors, je vous propose que nous arrivions au temps d'inspiration. On vous a demandé chacune de réfléchir à une inspiration que vous aimeriez partager avec nos auditeurs et auditrices. Je commence avec vous, Edith Marie-Jules. Oui, bien sûr. Juste sur les CDI, pour dire que ce qui est important, c'est de le rendre visible à l'espace de cours. Donc nous, on fait des jardins à lire, un espace perméable au dehors, parce que si vous ne le montrez pas dehors, vous ne montrez pas la mixité, vous ne montrez pas l'importance de tous les autres. Donc oui, ce qui m'inspire, alors bien sûr, je veux pas faire une non-réponse. Ce qui m'inspire, c'est d'abord mon travail au quotidien. C'est les personnes que je vois et la capacité de changement sociétal qu'on a qui est immense. 90% des personnes sont prêtes sur les starting blocks. Faut juste y aller. Et pour une inspiration, j'allais dire commune, que je peux déléguer, je pense à Espace de Éléonore Gilbert, qui est ce documentaire, en fait, qui pour moi a été, je partage avec elle une conférence dès que je commence ma thèse vers 2010-2011 à Rennes. Et c'est une révélation. D'abord parce qu'elle pose un regard c'est aussi la question des réalisatrices femmes, c'est ce regard coveillant, bienveillant, et c'est aussi, elle donne la parole et elle donne l'écoute. Et c'est une petite fille qui a 9 ans et qui porte tout dans son témoignage, qui porte la souffrance, qui porte la conscientisation de ce qui lui arrive, qui porte la règle, qui porte les bords, qui porte l'envie, qui porte l'aspiration à l'égale liberté, et qui est encore résistante, et c'est ce que je vois moi aussi aujourd'hui sur mes terrains. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le problème, qu'on ne le traite pas, qu'on ne porte pas avec elles ces projets-là, elles vont renoncer. Et renoncer, c'est perdre son égale liberté, c'est renoncer à ses droits, mais c'est surtout renoncer à une société humaine qui fait relation. La question égalitaire, c'est une question de droit, c'est une question de démocratie, mais c'est surtout une question humaine. Merci Edith Marie-Jules. Gaëlle. Oui, alors moi j'ai pensé aussi à un peu ce qui m'avait fait prendre conscience de ces questions d'inégalité dans les espaces, plus dans les espaces publics. Ce qui m'inspire, je fais partie d'un groupe de vélo qui a pour but de encourager les femmes, les minorités de genre à se réapproprier l'espace public dans la ville le soir. Il y en a pas mal, il y en a plusieurs en France, à Paris, les Girls on Wheels, à Bordeaux, les bicyclettes sauvages, à Marseille, les déchaînés. Et toujours de voir les personnes qui en fait se rendent compte qu'elles vont dans des espaces dans lesquels elles ne seraient pas allées seules, elles ne seraient pas allées la nuit, le fait de se retrouver en groupe, en collectif. Il y a plein d'autres initiatives en dehors du vélo, mais je trouve que le vélo c'est aussi intéressant comme moyen de transport, comme pratique sportive, et quand on sait aussi que les ados souvent arrêtent leur pratique sportive à l'entrée dans l'adolescence, qu'il y a beaucoup moins de filles qui bénéficient des espaces publics aussi pour faire du sport. Je me dis que il y a quand même des choses qui se mettent en place et qui sont inspirantes pour faire bouger les lignes sur ces plans-là.
Merci à toutes les deux. Merci Gaëlle Perrin, merci Edith Marouet-Jouls. C'était un vrai plaisir avec Hélène de faire cette émission avec vous et notamment ce sujet parce que j'avoue qu'on était étonnés de voir que si la question des aménagements d'un côté, elle est très en vogue et la question aussi de l'égalité des genres aussi d'un autre côté, la fusion des deux, on a eu plus de mal à trouver des éléments. Donc un grand merci à vous deux d'avoir partagé vos connaissances et vos ressources. Et on encourage évidemment nos auditeurs à aller voir les travaux d'Edith Marouet-Jouls et les travaux du Centre Hubertine Auclair et notamment ce fameux guide des espaces scolaires au prisme du genre. Un grand merci à toutes les deux. Merci beaucoup. Merci. Filles, garçons, la lutte des places, un épisode Parlons pratique préparé et animé par Hélène Audard et Régis Forgione. Réalisé grâce à l'appui technique de Julien Bousson, Atelier Mérignac 33, et Floriane Lemaître, Réseau Canopée Île-de-France. Montage et mixage Simon Cattegno. Coordination de production Luc Taramini, Hervé Thury et Magali Devance. Directrice de publication Marie-Caroline Missire. N'oubliez pas de nous retrouver sur votre plateforme de podcast préférée ou sur extraclasse.réseau-canopé.fr où vous pourrez écouter et réécouter tous les épisodes dès leur sortie. Une production Réseau Canopé 2023. Et à chaque fois, en fait, je réfléchis. Et je ne devrais pas réfléchir. Bah oui. Extraclasse.